Bonjour à tous. Nous venons donc d'assister à une deuxième nuit de combats intenses entre Israël et l'Iran. Bien sûr, tout cela fait suite à l'attaque surprise menée par les Israéliens contre l'Iran. Une attaque qui constitue un acte de guerre et une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Ce que nous voyons se dérouler en ce moment correspond exactement à ce que j'ai dit il y a 2 jours. Les Européens répètent tout le même mantra selon lequel Israël a le droit de se défendre. Ce qui signifie désormais, selon eux, qu'Israël peut en gros faire tout ce qu'il veut. Et les Européens appellent actuellement toutes les parties à cesser les hostilités. Ce qui est bien sûr une plaisanterie, car Israël a déjà dit dès le début qu'il s'agirait d'une offensive de plusieurs jours, probablement de plusieurs semaines, contre l'Iran, et que cela ne se terminerait pas en une seule journée. Donc, appeler actuellement toutes les parties à cesser les hostilités revient essentiellement à demander à l'Iran de se rendre. Ce n'est pas ce qu'ils font. L'Iran riposte en réalité, et ne vous méprenez pas, je trouve tout cela horrible. C'est une situation absolument abjecte. Mais c'est une situation abjecte qui, une fois de plus, a été déclenchée. Une chaîne de violence qui a été initiée par Israël. Et maintenant, Israël est également fortement touché. Bien qu'en Iran aussi, on constate que les défenses aériennes des 2 pays ne parviennent pas à intercepter les projectiles et engins de guerre provenant de l'autre camp. D'un côté, nous recevons beaucoup d'images. Je veux dire, nous savons désormais qu'au moins 78 personnes sont mortes en Iran, au moins lors du premier jour. Nous apprenons maintenant qu'un autre bâtiment, avec 60 personnes décédées, a été touché à Téhéran. Nous savons aussi que des personnes sont mortes dans d'autres régions du pays. Mais en même temps, nous recevons également beaucoup d'images de Tel Aviv. L'Iran parvient à tirer de nombreuses roquettes sur Tel Aviv et réussit à détruire certaines infrastructures militaires. Je ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Les Israéliens tiraient aussi en Iran sur une raffinerie de pétrole, la plus grande de la région, voire même la plus grande du monde, en fait. Et en retour, les Iraniens tirent maintenant aussi sur les installations pétrolières à Haïfa, en Israël. Donc il semble que les 2 camps s'attaquent mutuellement à leurs infrastructures énergétiques. Ce qui est précisément touché ne sera révélé que dans les prochains jours. Mais vous savez, certaines des vidéos qui circulent, notamment sur Twitter et qui sont désormais vérifiables, issues de ce conflit et de Tel Aviv, témoignent vraiment d'une situation unique. Je veux dire, les répercussions ici sont énormes. Donc, le dôme de fer échoue clairement. Je veux dire, nous savions que le dôme de fer ne pouvait pas intercepter une bonne partie des missiles iraniens lors de la dernière vague de frappe, il y a environ 6 mois, et maintenant nous voyons à nouveau que tous les missiles hypersoniques passent certainement à travers. Cela dit, il faut reconnaître que les Israéliens parviennent à intercepter un bon nombre de missiles. On peut les voir exploser dans le ciel. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux passent, et certaines de ces explosions sont vraiment effrayantes et terrifiantes. On peut voir à quel point ces explosions sont importantes et que les défenses israéliennes ne parviennent pas à toutes les intercepter. Il se dit aussi en ce moment sur Internet qu'une bonne partie des missiles que l'Iran tire actuellement sont en réalité des versions plus anciennes, ou ce qu'il leur reste dans leur stock, afin de forcer les Israéliens à épuiser leur système de défense antimissile, puis de frapper avec des armes plus modernes. Cependant, je dois vous dire que pour l'instant, ce que vous lisez sur Twitter, ce que vous voyez sur Twitter et ce que vous lisez dans la plupart des journaux, tout cela est rapporté sous le brouillard de la guerre. Surtout sur Twitter, il y a beaucoup de fausses vidéos. C'est assez effrayant, notamment les vidéos concernant des avions de chasse, comme des avions militaires abattus.
et certaines de ces images proviennent directement de jeux vidéo. Certaines séquences viennent d'autres guerres, certaines viennent d'Ukraine, d'autres d'anciennes attaques contre Israël, comme la dernière fois où l'Iran a frappé Israël après qu'Israël a tiré et tué des personnes à Téhéran. Je veux dire, je dois le souligner encore et encore. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu un seul cas où l'Iran a tiré le premier sur Israël. L'Iran a toujours riposté à Israël, soit après des assassinats ou des meurtres de personnes à Téhéran, soit après des assassinats et des meurtres de personnes dans les bâtiments de l'ambassade iranienne à Damas. Il existe d'innombrables exemples où les Israéliens poussent les Iraniens à réagir d'une manière ou d'une autre, ou à perdre la domination dans l'escalade. Le problème, en ce moment, c'est que si l'Iran se retire et cesse de contre-attaquer, alors Israël prendra cela comme une preuve de faiblesse de l'Iran et redoublera d'efforts. Et malheureusement, on voit ce récit se dérouler sous nos yeux en ce moment. Je pense que je l'ai ici. Laissez-moi voir. Cette idée qui circule et que l'on retrouve dans plusieurs journaux occidentaux, selon laquelle l'attaque d'Israël contre l'Iran aurait une réelle chance de provoquer un changement de régime, que les Iraniens et les Américains agiraient en pensant que s'ils mènent cette attaque contre l'Iran de manière suffisamment efficace, non seulement ils pourraient sérieusement paralyser le programme nucléaire, qui est bien sûr la principale raison invoquée actuellement par les Israéliens pour leur attaque sans précédent, que le programme nucléaire est tellement horrible et constitue une menace si imminente que s'ils ne le détruisent pas aujourd'hui, alors demain, Israël sera anéanti par une arme nucléaire. Heureusement, le formidable Glenn Greenwald dans System Update a déjà démonté cet argument et montré que cette idée, selon laquelle l'Iran serait 1 ou 2 ans de posséder la bombe nucléaire, remonte en réalité à 1984. Glenn Greenwald a montré qu'en 1984, ce titre existait déjà, et que depuis 1984, tous les 2 ans, on voyait surgir ces rapports alarmistes affirmant que l'Iran est sur le point d'obtenir la bombe. Sur le point d'obtenir la bombe. Sur le point d'obtenir la bombe. Et qu'il faut agir contre l'Iran immédiatement. Donc, la différence cette fois-ci, c'est qu'Israël a reçu le feu vert. Et bien sûr, ce feu vert est venu des États-Unis. Ce qui n'était pas clair jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a environ un jour, c'est que les États-Unis, Donald Trump, était intimement impliqué dans cette affaire. C'est quelque chose qui est actuellement rapporté par plusieurs sites d'information avec beaucoup de jubilation. Vous savez, la joie avec laquelle on peut lire dans plusieurs médias que les Israéliens et les Américains ont déjoué les Iraniens, car les Iraniens étaient convaincus qu'aucune attaque n'était imminente tant que les négociations nucléaires avec les États-Unis n'étaient pas terminées. Parce que, et c'est absolument logique, moi-même et d'autres, nous partions tous du principe que tant que ces négociations étaient en cours, les États-Unis n'autoriseraient aucune frappe israélienne, car l'objectif restait d'obtenir, par des moyens diplomatiques, la dénucléarisation ou une promesse nucléaire, n'est-ce pas? Un nouvel accord nucléaire, un nouvel accord JCPOA avec les Iraniens. Parce que dans notre esprit et dans l'esprit de tout analyste rationnel, c'est le scénario idéal, non? On obtient par des moyens pacifiques une percée diplomatique qui permet ensuite à une réalité politique de s'installer, et la réalité politique que la plupart d'entre nous supposions pour les États-Unis, ce qu'ils voulaient, c'était que l'Iran s'engage à ne pas avoir la bombe nucléaire, et pas seulement à s'y engager, mais qu'il existe un accord cadre qui permette ensuite de vérifier que cela ne se produise pas, car c'est ce qu'était le JCPOA. Le plan d'action global commun était un accord international qui comprenait des mécanismes de surveillance
et donnait accès à l'AIEA afin de contrôler les sites nucléaires iraniens et ainsi s'assurer que tout l'uranium enrichi et autres produits fabriqués ne puissent pas être utilisés à des fins militaires, mais uniquement dans le cadre du programme civil, ce qui est parfaitement conforme au traité de non-prolifération, le droit de l'Iran, et un point que les principaux pays européens ainsi que les États-Unis, dans le cadre du JCPOA, n'ont pas remis en question. Le droit de l'Iran à disposer d'un programme nucléaire civil a été reconnu, tandis que la possession d'armes était interdite. Pour la plupart d'entre nous, l'idée était que Donald Trump souhaiterait revenir à une forme de cet accord, qu'il avait lui-même saboté en 2018 en se retirant simplement du JCPOA qui avait été mis en place sous M. Obama. Et l'idée sous laquelle nous opérions était que tant que ces négociations étaient en cours, et tant que le président de la paix, M. Trump, pouvait revenir vers son peuple et dire « J'ai obtenu un accord qui garantit et qui est vérifiable que l'Iran n'aura jamais la bombe », c'était l'objectif. Mais ce que nous découvrons maintenant, et M. Trump l'a d'ailleurs reconnu, il a admis sur Truth Social qu'il était parfaitement au courant que les Israéliens préparaient une frappe. Et il s'est également réjoui du fait, en louant très fortement l'attaque surprise réussie d'Israël contre l'Iran. C'est que c'était une bonne chose, et que les Iraniens l'avaient bien cherché parce qu'il leur avait donné 60 jours, et que le 61e jour, les Israéliens ont mené leur attaque. Il a dit que tout cela était la faute de l'Iran, mais qu'il était très fier d'avoir mené cette tromperie, d'avoir laissé croire aux Iraniens que tout allait toujours bien, et qu'ainsi, ils n'étaient pas préparés. Bien que les gens savaient que si les négociations échouaient, une attaque pourrait avoir lieu, le fait que l'attaque soit survenue avant même la conclusion des discussions a été une surprise. Et c'est vraiment une surprise. Et vous savez, la 6e série de négociations devait avoir lieu aujourd'hui, dimanche. C'est aussi quelque chose qui, en Iran, a logiquement amené les gens à croire que nous étions encore dans cette phase diplomatique où une issue positive pouvait être envisageable. Maintenant, les Israéliens ont clairement, totalement abusé de cette situation. Et ils ont également utilisé des tactiques très douteuses pour attaquer l'Iran, notamment en introduisant clandestinement des drones en Iran, puis en les lançant depuis l'intérieur du pays. Ce qui est exactement la même chose que l'Ukraine a récemment fait en Russie, en lançant des drones depuis l'intérieur du territoire russe pour attaquer ses villes et bases militaires. Maintenant, l'Iran a fait la même chose. Je suis désolé, je confonds constamment les camps. Israël fait la même chose avec l'Iran. Et oui, d'un côté, cela est maintenant célébré comme étant extrêmement rusé. Mais d'un autre côté, c'est vraiment effrayant. Vous savez, si Israël peut faire cela en Iran, alors probablement que l'Iran trouvera un moyen de faire la même chose en Israël. Et c'est juste, vous savez, c'est simplement une tactique terroriste. C'est une tactique terroriste qui consiste à utiliser l'infrastructure de l'autre contre lui, puis à tout faire exploser. Et vous savez, cela vise aussi beaucoup de civils, des scientifiques civils, des scientifiques nucléaires, des infrastructures civiles, des quartiers civils. C'est une stratégie terroriste. Et Israël, je serai très prudent avant de me réjouir de cela. Tout comme Israël s'est beaucoup réjoui des attaques Pagé. Mais encore une fois, si Israël peut faire cela à ses ennemis, alors ses ennemis vont imiter ce genre de choses, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'une forme d'escalade. Et demain, cela frappera Israël. Et en fait, Israël est en train d'être frappé en ce moment. Et je ne saurais trop insister sur le choc que cela doit représenter aussi pour les Israéliens. Regardons simplement ceci, par exemple. L'ampleur de la destruction que l'Iran est désormais capable d'infliger à la capitale, Tel Aviv. Des immeubles entiers et des quartiers commencent à ressembler aux quartiers de Gaza. On trouve désormais de nombreuses photos et témoignages, notamment sur les réseaux sociaux, d'Israéliens en larmes à cause de la disparition de leur maison.
Et à ce stade, il y aurait déjà un bilan de 10 morts en Israël. Et c'est une expérience nouvelle. Et cela est directement lié à la décision du gouvernement Netanyahou de lancer maintenant son attaque. J'ai été critiqué pour ma vidéo d'il y a 2 jours, dans laquelle je parlais d'une attaque israélienne contre l'Iran et non d'une attaque américaine, alors qu'il devrait être clair que les États-Unis sont impliqués dans cette affaire. Je dois dire qu'au niveau diplomatique, sur la scène internationale, les États-Unis continuent de faire semblant de ne pas être partie prenante à cette guerre, et ils ne cessent en réalité de mettre en garde l'Iran contre toute attaque visant des Américains. Lindsey Graham, dans certains de ses discours, a déjà déclaré que même si un seul Américain était blessé, alors tout l'enfer se déchaînerait. On peut constater que dans certains cercles des médias américains, en particulier Fox News et consorts, la pression en faveur d'une implication directe des États-Unis est très forte. Mais du moins pour l'instant, alors que je parle, ce dimanche 15 juin, le discours officiel reste que les États-Unis ne sont pas impliqués et ne souhaitent pas être une partie directe au conflit. Même si Trump et son entourage ont tous déclaré qu'ils soutiendraient bien sûr leur allié israélien dans sa lutte. Mais il me semble qu'ils attendent une excuse commode. Ils attendent de pouvoir se présenter comme des victimes. Je veux dire, c'est vraiment important, ce récit de victimisation, pas seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis, n'est-ce pas? Ils ont besoin que des Américains, sur une base américaine, ou quelque part à Tel Aviv ou ailleurs, meurent, afin de pouvoir ensuite crier à tue-tête au meurtre et dire « Nous allons maintenant riposter. L'Iran a tué nos citoyens, tué nos soldats sans provocation. Nous étions simplement là, essayant de préserver la paix, et nous avons été attaqués. » Et ce récit constant de Pearl Harbor, encore et encore. Nous avons été attaqués, nous ripostons, nous avons été attaqués. Nous n'avons pas commencé, mais nous allons finir. Ce genre de récit est vraiment important. Et il me semble qu'ils attendent simplement qu'un de ces pièges se déclenche, que des Américains meurent dans la région, afin d'avoir n'importe quel prétexte pour entrer en guerre. Peut-être un navire, vous savez, ça pourrait être un navire dans le détroit d'Ormuz qui coule, ou quelque chose de ce genre, pour ensuite dire qu'ils ne voulaient pas être impliqués, mais que l'Iran n'a laissé aucun choix aux États-Unis. C'est ce genre de choses que j'attends. Pour l'instant, il semble que l'Iran ne fasse pas cela. L'Iran n'attaque pas. Depuis 48 heures, à ma connaissance, il n'a lancé aucune attaque contre les bases militaires américaines, bien que cela aurait été tout à fait possible puisque ces bases entourent l'Iran. Mais actuellement, il tire plus ou moins en ligne droite sur Tel Aviv, Haïfa et d'autres points d'intérêt importants en Israël. Et le fait que le dôme de fer ne fonctionne pas, cela doit aussi être un choc à ce niveau-là, que cela ne fonctionne pas. Mais d'un autre côté, je dois également souligner que nous apprenons que les défenses iraniennes ne fonctionnent pas comme prévu. Téhéran peut être ciblé, Téhéran a été ciblé, ainsi que cette grande raffinerie de pétrole. Il semble apparemment très facile d'y mettre le feu. Donc, tous les deux, l'Iran et Israël, ne sont peut-être pas sans défense, mais ils ne sont pas capables d'empêcher l'autre camp de faire exploser même des infrastructures très importantes. Le fait, bien sûr, que les Israéliens aient pu tuer même des hauts gradés iraniens s'explique, d'une part, par l'effet de surprise. Ils les ont littéralement pris dans leur sommeil, car il était environ 3 heures du matin. Je veux dire, une attaque sournoise et malveillante du côté israélien. Mais bon, soit. Ils ont donc pu les surprendre,
Puis ils ont réussi à tuer encore plus de personnes lorsque l'effet de surprise s'est estompé. Ainsi, les Iraniens ne sont pas en mesure de résister aux attaques, et ils disposent manifestement aussi d'un renseignement plus faible, ou disons que les Israéliens ont un renseignement bien supérieur, car ils savent où se trouvent ces personnes. Ils connaissent l'emplacement des chambres à coucher de ces scientifiques qu'ils assassinent. Le niveau de renseignement des Israéliens est donc extrêmement précis, et les mesures de précaution des Iraniens sont manifestement très faibles, car les déplacements de ces personnes importantes sont suivis à la trace. Nous avons également en ce moment des rapports sur Internet indiquant que des membres de la famille de la direction de l'Ayatollah Khomeini et d'autres fuient le pays. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais la version qui circule sur Internet, comme je l'ai dit, c'est cette idée qu'un changement de régime peut avoir lieu, n'est-ce pas? Et qu'il ne s'agirait que de quelques jours avant que le régime iranien ne s'effondre. Cela fait aussi partie des raisons pour lesquelles il est actuellement si difficile de comprendre ce qui se passe réellement. Car ce brouillard de guerre inclut la guerre de propagande. Et la guerre de propagande cherche à créer certaines réalités des deux côtés. Les deux camps essaient de surestimer leur succès, de minimiser l'impact des attaques de l'autre camp, et affirment constamment que la victoire est imminente, qu'ils vont réussir. D'un point de vue stratégique, l'Iran se trouve dans une position très difficile, car Israël, naturellement, même si les États-Unis ne s'impliquent pas directement, et par implication directe, j'entends des avions militaires américains et du personnel militaire américain visant directement l'Iran, même si cela n'arrive pas, Israël peut bien sûr compter sur un approvisionnement inconditionnel en armement. Autant que les États-Unis sont probablement capables d'en produire, notamment pour reconstituer les systèmes qui sont actuellement épuisés. Israël bénéficie du soutien des États-Unis, mais aussi du Royaume-Uni, et probablement d'autres pays européens qui tenteront d'apporter leur appui, comme ils l'ont fait ces dernières années, même pendant le génocide à Gaza. Israël a reçu les bombes qui ont tué tous ces Palestiniens, principalement depuis l'extérieur de son territoire. Pour l'Iran, ce n'est évidemment pas le cas. L'Iran doit produire lui-même ce qu'il utilise. Il doit le faire dans des conditions économiques internationales très difficiles à cause de toutes ces sanctions. Il dispose de pétrole qu'il peut, dans une certaine mesure, vendre à des pays comme la Chine. Mais désormais, les Israéliens s'attaquent à ces installations pétrolières et tentent de paralyser l'économie, en plus d'essayer de détruire tous les stocks de missiles. On voit d'ailleurs beaucoup de vidéos sur Twitter montrant des Israéliens frappant ces lance-roquettes avec des drones, car beaucoup d'entre eux, la plupart je suppose, sont mobiles, peuvent être déplacés et ensuite lancés depuis n'importe où. Les Israéliens ciblent évidemment ces lanceurs afin de réduire la capacité de l'Iran à frapper Israël. Cela fonctionne dans une certaine mesure, mais comme nous le voyons, l'Iran dispose toujours de plus qu'assez d'armes, du moins pour l'instant. La question est de savoir combien de temps ce stock durera et combien de ces missiles ont déjà été détruits par Israël alors qu'ils étaient encore au sol. Nous ne le savons pas. Je ne pense pas que quelqu'un puisse nous le dire. Le scénario que les Iraniens mettent en avant, c'est qu'ils en possèdent encore beaucoup, en particulier les missiles hypersoniques, ceux qui ne peuvent pas être interceptés, et que tout cela sera utilisé si Israël ne cesse pas son attaque. Pour l'instant, rien n'indique qu'Israël ait l'intention de le faire. Netanyahou et son équipe sont extrêmement belliqueux et ils menacent l'Iran de représailles sévères parce que, comme ils l'ont dit, comme l'a dit le ministre de la Défense, Katz, les Iraniens ont franchi une ligne rouge en attaquant des zones civiles en Israël. Vous savez, la ligne rouge qu'Israël a franchie
il y a environ 80 ans en ce qui concerne les massacres d'Arabes au Moyen-Orient. Donc, ils affirment maintenant que cette ligne rouge de leur côté a été franchie. Mais nous savons que les deux camps peuvent encore faire monter l'escalade. Par exemple, une chose que l'Iran n'a pas encore faite jusqu'à présent, c'est de tenter de cibler les installations nucléaires israéliennes. À ma connaissance, il y a bien sûr ces fameux réacteurs en Israël, où le pays produit aussi une partie de son uranium. Et à ma connaissance, ceux-ci n'ont pas été visés par les Iraniens. C'est quelque chose qu'ils pourraient faire. Mais il est également clair que si cela arrivait, Israël pourrait interpréter cela comme une tentative de provoquer des retombées nucléaires dans une installation nucléaire et pourrait s'en servir comme prétexte pour utiliser l'une de ces armes nucléaires, dont nous savons qu'Israël en possède un certain nombre. Et comme nous savons aussi que l'Iran est incapable d'intercepter une bonne partie des projectiles venant d'Israël, nous savons désormais que l'Iran, Téhéran, est également menacé par une attaque nucléaire. Si Israël décidait d'utiliser l'une de ses charges nucléaires et de la faire parvenir à Téhéran, il pourrait bombarder Téhéran à l'arme nucléaire. Je pense que c'est une possibilité très réelle. Et c'est probablement aussi quelque chose qui occupe certainement l'esprit des Israéliens. Et c'est assurément une préoccupation pour les Iraniens. Il existe donc toujours, tout comme dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un besoin des deux côtés de s'assurer, d'une manière ou d'une autre, que l'autre n'irait pas jusqu'au niveau ultime. Or, le niveau ultime dont dispose Israël est bien sûr bien supérieur à celui de l'Iran. Mais le fait que l'Iran soit capable de frapper Israël, et pourrait aussi les frapper dans des endroits comme ces installations nucléaires, ou pourrait simplement, si les Israéliens lançaient effectivement une frappe nucléaire contre l'Iran, si l'Iran disait alors « D'accord, pour nous la partie est terminée, c'est perdu, mais avant de sombrer, nous vidons tout ce que nous avons sur les centres de population de Tel Aviv et Haïfa. » Ce serait quelque chose qu'ils pourraient faire, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qu'Israël doit absolument empêcher, car tant que les Iraniens disposeront de capacités militaires, ils représenteront une telle menace. Nous constatons également qu'Israël n'est pas très transparent concernant ce qui s'y passe. J'ai vu hier des reportages d'un journaliste de la BBC montrant des dégâts à Tel Aviv, suivis de commentaires israéliens très virulents en dessous, affirmant que ce journaliste aide les terroristes et diffuse un récit terroriste et qu'il devrait être expulsé du pays pour cela. Il semble donc que le camp israélien soit bien conscient que si trop d'images de quartiers de Tel Aviv détruits et des ravages que l'Iran peut également causer se répandent, cela pourrait en fait donner l'image qu'Israël n'est pas le pays tout-puissant qu'il cherche à présenter, et qu'il existe peut-être aussi des limites à ce qu'il peut faire. Et ce discours belliciste, actuellement présent des deux côtés, affirme en réalité que la victoire sera de leur côté et que tout type de dégâts doit être minimisé. Nous sommes donc au cœur de cette tragédie absolument horrible. Il est désormais clair que les Iraniens n'ont plus l'intention de rencontrer les Américains pour ces discussions sur le nucléaire. Je veux dire, M. Trump, malgré le fait qu'il ait déclaré être fier d'avoir mené à bien sa ruse, d'avoir trompé les Iraniens, et qu'Israël fait un excellent travail, a également affirmé qu'il exige toujours que l'Iran conclue un accord avec les États-Unis concernant le programme nucléaire et qu'il leur donne une seconde chance de fondamentalement abandonner l'ensemble de leur programme nucléaire et simplement céder aux exigences des États-Unis. Les Iraniens ont clairement fait savoir qu'ils ne sont plus intéressés par quelque forme de négociation que ce soit. Et vraiment, on se demande pourquoi ils seraient intéressés par des discussions, maintenant qu'il est évident que les États-Unis utilisent des manœuvres diplomatiques
pour tromper l'autre partie, les amener à accepter quelque chose ou leur faire croire qu'une chose est vraie alors qu'elle ne l'est pas. Je veux dire, c'est une tromperie totale, non? Et Arnold Bessler a absolument raison de dénoncer cela, tout comme d'autres, Glenn Greenwald, entre autres, lorsqu'il souligne qu'il n'y a désormais plus aucune raison pour que les Iraniens croient encore que les États-Unis sont un médiateur honnête ou qu'ils ont réellement l'intention de parvenir à un accord auquel ils s'engageraient, si même avant de parvenir à un accord, ils sabotent les négociations diplomatiques. Ce sont des temps très très sombres aussi pour la diplomatie, car cela prouve une fois de plus que non seulement on ne peut pas faire confiance aux États-Unis pour qu'ils tiennent leurs promesses ou qu'ils ne rejettent pas n'importe quel accord dès que l'encre est sèche, mais on ne peut même pas leur faire confiance pour négocier de bonne foi. You cannot even trust that they engage in good faith. This is obviously was a very, very bad faith act. C'était évidemment un acte de très très mauvaise foi de la part des États-Unis. Et, vous savez, jouer à ce jeu du bon et du mauvais flic avec Israël, prétendre qu'une issue négociée est encore possible, alors qu'on a déjà décidé de donner le feu vert à des frappes israéliennes contre l'Iran, est absolument inacceptable. Je veux dire, cela détruit toute possibilité de négociation. Nous avons également appris qu'il y a eu un appel téléphonique entre le président Trump et le président Poutine au sujet de la situation entre Israël et l'Iran. Mais je me demande vraiment comment les Russes peuvent encore traiter avec les États-Unis, sachant qu'une grande partie de leur diplomatie vise aussi à tromper complètement l'autre partie et à la manœuvrer dans une position de vulnérabilité. Into a position of vulnerability. So a very, very dark day for Donc c'est une journée très très sombre pour les relations internationales. Nous avons appris que les Chinois apparemment, et cela semble être confirmé, déclarent qu'ils soutiennent Téhéran et le droit de Téhéran à se défendre ainsi que ses intérêts légitimes. Cette information a également été confirmée. Wang Yi l'aurait vraiment dit. Je veux dire, ils ne soutiennent pas l'Iran de manière substantielle ici, mais ils choisissent, du moins sur le plan rhétorique, qu'ils considèrent comme la partie lésée, n'est-ce pas? Bien sûr, au Conseil de sécurité, nous ne pouvons pas nous attendre à une quelconque résolution pour mettre fin à cela, car les États-Unis opposeront leur veto à toute proposition qui serait même de façon minime critique envers Israël. Le Conseil de sécurité est donc certainement bloqué. Nous verrons ce qui se passera au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est l'organe qui, parce qu'il fonctionne par vote et à la majorité, sans droit de veto, peut effectivement adopter une condamnation relativement forte d'Israël. Mais cela prendra encore au moins quelques jours avant que l'on puisse s'attendre à quelque chose de ce genre, si cela arrive. Je pense toutefois que les Iraniens utiliseront bien sûr toutes les voies diplomatiques à leur disposition pour montrer au moins que la communauté internationale n'accepte pas ce genre de bellicisme israélien. La question, à ce stade, pour des raisons pratiques, ne se pose cependant pas sur la scène diplomatique internationale. La question est de savoir si les prochains jours seront supportables pour les Iraniens. Car malgré le fait que Tel Aviv ait été touché, malgré l'échec du dôme de fer, la partie la plus faible dans ce conflit reste l'Iran, car elle bénéficie de moins de soutien militaire direct. Et le danger, c'est que certaines de ces frappes pourraient entraîner des réactions politiques en chaîne à l'intérieur du pays, réalisant ainsi les fantasmes des néoconservateurs en matière de changement de régime, ou même, vous savez, que l'ayatollah Khamenei soit tué, ou que le gouvernement soit anéanti, ce qui provoquerait un chaos diplomatique. C'est une menace réelle. Je pense que c'est une possibilité. Et c'est bien sûr exactement sur quoi misent Israël et les États-Unis, car ils l'affirment eux-mêmes. C'est là leur véritable objectif. Mais si cela ne se produit pas, si cela ne s'installe pas,
Et si l'Iran parvient réellement à se transformer en une sorte d'économie de guerre, sur un pied de guerre, dans laquelle il parvient également à éliminer ses vulnérabilités stratégiques grâce à son propre système de communication interne et à faire en sorte que les Israéliens ne sachent pas en permanence où se trouvent leurs principaux commandants, tout en protégeant suffisamment ces personnes, tout en continuant à utiliser leur infrastructure. Alors eh bien, les Israéliens seront en grande difficulté, surtout si les bombardements de leur propre territoire se poursuivent longtemps. On constate également qu'en Israël même, il y a maintenant de l'agitation, car naturellement, bien sûr, les gens ont peur là-bas. Je ne pense pas qu'Israël soit au bord d'un quelconque effondrement interne, mais plus cette situation et la souffrance de la population israélienne perdurent, plus les répercussions de toute cette opération seront importantes. Car au bout du compte, même en Israël, les gens se souviendront que la décision politique à l'origine de tout cela est venue, bien sûr, de leur grand dirigeant, n'est-ce pas, de Netanyahou. Aussi fort qu'ils veuillent blâmer l'axe du mal et les terroristes de Téhéran, cette spirale de violence a été déclenchée par cette décision. Et le résultat aujourd'hui, c'est aussi un Tel Aviv en flammes. C'est certainement quelque chose dont les gens se souviendront. Et encore une fois, si cela dure longtemps, il sera d'autant plus difficile pour les Israéliens de présenter cela comme une grande victoire, car c'est ce qu'ils veulent faire. Je veux dire, c'est clairement l'objectif, comme la façon dont ils ont pu d'abord attaquer par surprise, puis neutraliser le Hezbollah au Liban. La façon dont ils ont réussi à éliminer une grande partie, sinon la totalité, du Hamas et à réduire Gaza en ruine. La façon dont le gouvernement syrien s'est effondré. Tout cela a été des victoires pour Israël, non? Ce furent des victoires surprenantes et majeures pour Israël. Et maintenant, ils veulent faire la méga-Syrie, n'est-ce pas, contre l'Iran. L'idée, c'est qu'ils pensent pouvoir réussir cela une 4e ou une 5e fois et simplement éliminer le dernier grand rival stratégique dans leur voisinage. Et même si cela doit coûter la vie à des centaines de milliers, voire des millions de personnes en Iran, c'est manifestement un prix qu'Israël est plus que prêt à payer. Mais si cela se fait au prix de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'Israéliens, eh bien, la situation pourrait être très, très différente. Bien sûr, nous savons qu'Israël se posera en victime, en affirmant être la cible d'une campagne d'extermination, etc., dès que quelques dizaines d'Israéliens mourront dans cet enfer qu'ils se sont eux-mêmes créés. Ils voudront le soutien des États-Unis et souhaiteront une guerre totale des États-Unis contre l'Iran. Nous ne savons pas où cela mènera. Et à l'heure où nous parlons, à l'heure actuelle, s'il y a une implication américaine et européenne, il en est question. Il y a des avions, comme des avions de soutien allemands et américains, etc. Et bien sûr, le renseignement américain, qui sont utilisés pour toutes ces opérations. Pour l'instant, ce que nous n'avons pas, c'est une implication cinétique directe des États-Unis ou des Européens. Si cela devait arriver, ce serait une terrible étape supplémentaire dans l'escalade. Et bien sûr, l'escalade nucléaire reste également une possibilité à l'horizon. Il y a des discussions selon lesquelles les Pakistanais voudraient soutenir les Iraniens. Je ne peux pas le confirmer. Ce ne sont que des rumeurs. Mais j'ai du mal à croire que le Pakistan prendrait réellement le risque d'une confrontation militaire avec Israël à cause de l'Iran. Mais nous ne savons pas d'où viendra finalement le soutien à l'Iran, que ce soit directement ou indirectement. Et nous ne savons pas non plus ce que font actuellement les Russes sur le terrain. Nous savons que les Russes sont présents. Nous savons que les Russes ont toujours une base militaire en Syrie. Nous savons que les Russes ont un accord de sécurité avec l'Iran. Et nous savons que pour la Russie, l'Iran est un partenaire clé. L'armée russe doit être en état d'alerte maximale en ce moment, essayant de déterminer comment réagir à cette situation
et comment soutenir leurs partenaires au Moyen-Orient. Mais tout cela reste flou. Ce que nous devons surveiller, c'est si ces frappes des deux côtés vont s'atténuer, ce qui serait idéal, et nous reviendrions alors à une forme de trêve très précaire, ou, au contraire, si elles vont s'intensifier. Seul le temps le dira. Situation triste, mais merci de votre attention. Sad situation, but thank you for your attention.